L'olfaction, c'est une fonction sensorielle qui permet la perception des substances odorantes, les odeurs. Cette olfaction peut se faire par voie directe, on appelle ça la voie orthonasale, ou par voie indirecte, la voie rétronasale. Cette olfaction orthonasale a lieu lorsque les molécules odorantes contenues dans l'air ambiant, vont parvenir à l'épithélium olfactif situé au plafond de la cavité nasale et à travers les narines au moment de la respiration. L'olfaction rétronasale, eh bien, cette fois-ci, elle va concerner le trajet des molécules qui sont contenues non plus dans l'air ambiant, mais dans la cavité buccale, et là encore, jusqu'à l'épithélium olfactif, et cela par le biais du nasopharynx et des coânes postérieurs. C'est ainsi qu'au cours de la mastication ou de la déglutition des aliments, donc, la rétro-olfaction va permettre de percevoir les caractéristiques aromatiques des aliments qui sont contenus dans la bouche. Les caractéristiques de ces aliments, ce sont les flaveurs. L'odorat et le goût vont être étroitement liés, bien que chacun emprunte des voies nerveuses distinctes. Là, une grande partie de la perception du goût va provenir à 80% par voie rétronasale, seulement à 10% pour le goût, par voie directe orthonasale, et 10% seulement aussi par les papilles gustatives de la langue. Comme je l'ai dit, le terme odeur désigne les sensations recueillies par la voie orthonasale, et le terme arôme va concerner la perception par voie rétronasale. L'hyposmie se traduit par la diminution des capacités olfactives, on peut s'en douter. Elle peut, cette hyposmie, concerner toutes les odeurs, ou seulement certaines d'entre elles, et aussi cette hyposmie, elle peut être temporaire. Hyposmie ou même anosmie sont souvent accompagnées d'hypogueusie, c'est-à-dire diminution du goût, ou même d'agueusie, c'est-à-dire perte complète du goût. La perte totale de l'odorat et du goût, on va avoir des conséquences très gênantes forcément sur la qualité de vie, pouvant aller jusqu'à poser des problèmes de dénutrition et même de perte de poids, entre autres. Voyons ce qu'il en est chez le laryngectomisé. Après laryngectomie totale, sentir n'est plus possible. En effet, le souffle pulmonaire est détourné de son trajet normal. L'air ne passe plus par la bouche ni par le nez, mais entre et sort par l'orifice pratiqué ici dans le cou, c'est-à-dire le trachéostome. Avez-vous perdu l'odorat? Au début, oui. Maintenant, c'est récupéré? Maintenant, c'est récupéré. Entièrement? Pratiquement, oui. Pratiquement. À 80%. L'odorat, le goût, ça va ensemble, hein? Le goût, je l'ai à 100%. Depuis toujours? Depuis l'opération? Non. Donc vous l'aviez également perdu? Je l'avais perdu, oui. Et là, vous l'avez retrouvé, Oui, je l'ai retrouvé. en très grande partie. Comme je l'ai dit, du fait de la dérivation de l'air pulmonaire, l'olfaction par voie orthonasale n'est plus possible. Bien sûr, d'autres facteurs qui sont un peu difficiles à déterminer ou à définir peuvent expliquer, en dehors de la laryngectomie, peuvent expliquer la diminution de l'olfaction chez le laryngectomisé. Par exemple, une dénervation chirurgicale, la radiothérapie, dont nombre de laryngectomisés bénéficient, la dégénérescence de l'épithélium olfactif, la xérostomie, très fréquente chez le laryngectomisé, une pathologie nasale, une pathologie sinusienne, du mucus trop abondant, très fréquent chez le laryngectomisé. Voilà, par exemple, hier soir, j'étais à la maison. Ouais. J'ai fait une infusion de menthe. Très bien. Et je l'ai oublié complètement. Et la menthe a brûlé complètement. Et là, j'ai senti le brûler. Voilà. Ah, vous avez senti le brûler J'ai quand même. senti le brûler, oui. Voilà. Bon. Chose que je n'aurais pas senti avant. Avant. Voilà. Bon, ce qui est bien avec cette affaire, c'est que, au moins, ça fait un avantage, c'est que les mauvaises odeurs, vous ne les sentez plus. C'est Voilà. déjà pas mal. Hein. Certains d'entre eux pensent avoir retrouvé l'odorat et le goût plusieurs années et plusieurs mois plus tard. Bon,
D'autres vous diront, je pense que l'odorat ne reviendra plus jamais. Il est possible que certains d'entre eux étaient déjà hyposmiques ou même anosmiques, déjà avant l'intervention, parce que le tabagisme, l'âge, le sexe, diverses maladies d'origine neurologique et de nombreux autres facteurs peuvent avoir une influence sur la fonction olfactive indépendamment de la laryngectomie. La perception du goût, en général, n'est pas trop perturbée chez la personne laryngectomisée, étant donné, comme je l'ai dit, la bonne conservation de la voie rétronasale et des papilles gustatives de la langue. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à acquérir maintenant? Alors l'odorat, vous avez... Ah non, je ne sens rien du tout. Vous ne sentez rien du tout. Alors comment ça se fait que vous ne sentez rien du tout? Depuis l'opération, je... Voilà, mais vous voyez pourquoi? Écoutez, pour sentir, il faut que de l'air passe par votre nez. Et là, vous respirez par votre trachéostome, donc il y a peu de chances que les odeurs parviennent aux cellules sensorielles de votre nez. Comment récupérer la fonction olfaction? Bien entendu, il ne s'agit pas de récupérer la fonction olfaction comme elle était avant, lorsque l'inspiration se faisait par les voies naturelles, par le nez, autrement dit. Maintenant, on va tâcher de trouver un moyen pour que vous puissiez sentir à la demande, lorsque vous avez besoin de sentir. D'accord? Mais comment fait-on? Alors, c'est ça. Je vais vous expliquer. Comment fait-on? Eh bien, il faut que, au final, vous puissiez trouver un moyen extrêmement simple, une petite manœuvre que je vais vous montrer, pour pouvoir faire entrer l'air qui est contenu dans cette pièce, qu'on va pouvoir faire passer vers le nez, et donc, voilà. Donc un moyen extrêmement simple, en 3 secondes. Mais pour arriver à ce moyen, à exécuter cette chose que je vais vous montrer, que moi j'ai appelé le humage intentionnel. C'est-à-dire, on va apprendre à humer sur commande. Alors pour y parvenir, je vais vous montrer comment manipuler l'air qui est dans cette pièce pour le faire parvenir à l'intérieur des fosses nasales. D'accord ? Alors, pour cela, on va par exemple utiliser un miroir qu'on va mettre sous les narines pour voir s'il y a moyen d'avoir de la buée sur le miroir. Ça, je vais vous montrer. On va pouvoir utiliser toutes sortes de grimaces, de gestes avec la langue, avec la mâchoire. Bref, des mouvements comme ça que je vais vous montrer. On a même parlé de bâillement poli. Ça, je vais vous le montrer également. On peut même, pourquoi pas, essayer de faire passer l'air qui rentre, qui sort par le trachéostome. On va mettre un tuyau, un tube, entre ici, le trachéostome. Ce tuyau va aller jusqu'à votre bouche. Vous allez bien l'enserrer avec vos lèvres. Et après, il n'y aura plus qu'à inspirer par le nez. Et là, vous allez sentir, forcément. Mais ce n'est qu'un moyen. Mais vous avez quand même de l'air dans votre nez, dans votre bouche. Et si vous apprenez à faire circuler cet air, vous pouvez récupérer l'odorat. Oui, j'ai lu ça là, sur les... Mais vous n'y croyez pas trop, apparemment. Hélas, hélas, même retrouver cette olfaction-là, elle n'est plus une fonction automatique pour le laryngectomisé. Le laryngectomisé, pour sentir, il doit vouloir sentir. Voilà, c'est ça le problème. Et désormais, même avec tout ce que je vais vous montrer, pour le laryngectomisé, sentir va rester dépendant d'un geste volontaire. Par exemple, à chaque fois qu'il va se trouver dans un lieu différent. Mais de toute façon, pour sentir, il va falloir vouloir sentir. C'est-à-dire que les mauvaises odeurs ne vous atteindront pas automatiquement, sauf si vous faites l'effort d'essayer de les sentir. Voyons comment procéder pour faire passer l'air de la bouche vers les fosses nasales. Alors, je vais vous montrer 3 choses. Premièrement, disons pour retrouver le plaisir de sentir comme avant l'intervention, je vais vous montrer un dispositif très simple. Ça s'appelle le bypass. En fait, ça sera un simple tuyau qui permet de respirer, en particulier en inspirant par le nez, comme avant l'intervention, et donc de réutiliser la voie orthonasale. Donc c'est un tuyau qui part, c'est une cupule qu'on va disposer devant le trachéostome et qui va rejoindre la bouche. Le tuyau va être bien inséré entre les lèvres. Et ensuite, il suffit d'inspirer par les voies naturelles, par le nez, quoi.
l'air va être inspiré comme avant l'intervention et puis expiré. Et vous respirez par le nez normalement, ne soufflez pas. Voilà. Je sens le citron. Le citron. Voilà, le citron. Alors c'était du guerlin, mais très citronné en effet. Voilà. Bravo, bravo. Il n'y a pas de problème, on sent. Voilà, vous avez bien compris le système. On sent vraiment. Donc la cupule qui est ici, on la met bien devant le trachéostome, hein, voilà. On peut tenir, voilà. Et puis il faut bien envelopper l'embout de vos lèvres, parce que. Et puis tout simplement, vous respirez comme avant, en inspirant, tout comme avant, c'est le même trajet qu'avant la laryngectomie totale. Et en inspirant, vous sentez les odeurs. Simplement, on ne peut pas se promener avec un engin comme ça dans la rue, uniquement pour sentir. Hein. C'est pour retrouver le plaisir, pour être sensibilisé à l'idée que l'air passant par les voies nasales, l'odorat est retrouvé. Là, je l'ai vraiment très bien senti. Non, non, il n'y a pas de souci. Non. Maintenant, deuxième chose donc, que je vais vous montrer, c'est pas évident de se débarrasser de la goutte au nez quand on est laryngectomisé. Ça va servir aussi bien pour permettre un certain mouchage, pas aussi efficace qu'avant, mais un certain mouchage, et également pour retrouver l'odorat. Vous voyez, si je fais ce mouvement de mâchoire comme ça. Voilà, regardez comme vous faites là, vous gonflez vos joues en même temps. Voyez. Mais si je fais la même chose sans gonfler mes joues, bah, ça veut dire que l'air qui ne gonfle pas mes joues, il passe quelque part. Et il passe quelque part, c'est dans mon nez. Autrement dit, si on schématise avec une maison, on va dire en faisant passer l'air du rez-de-chaussée vers le grenier. Voilà. Et non plus vers l'ésophage comme pour parler. Cette petite quantité d'air dont j'ai déjà parlé, qui est contenue dans la bouche et l'arrière-bouche, c'est-à-dire le pharynx, on va appeler ça l'arrière-boutique. Hein. Rez-de-chaussée, arrière-boutique, grenier et cave. Eh bien, cette petite quantité d'air contenue dans la bouche peut se diriger vers le grenier, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la cavité nasale, c'est-à-dire le nez, quoi. Mais après avoir contourné le voile du palais. Voilà, on va finir par faire passer l'air de la bouche vers les cavités nasales. Ainsi, vous pourrez vous moucher, sans doute. On peut vérifier ce que je vous raconte, enfin, si le laryngectomisé est assez habile. Simplement, on va placer un miroir métallique horizontalement sous ses narines. Vous voyez, et je vais le recueillir là, sur ce miroir, là. Vous allez voir, et si je fais ça, il ne se passe rien, mais si je fais ça, ah, vous voyez qu'il y a tout d'un coup un truc qui se passe. Est-ce que vous pouvez essayer de faire la même chose? Alors, ben, d'abord, mettez-le comme ça pour qu'on voit bien, tournez-vous un petit peu comme ça, et puis allez-y. Là, vos joues gonflent, et essayez qu'elles ne gonflent pas, vos joues, mais bougez plus les mâchoires pour voir. Vous voyez, on voit, mais allez-y franchement, là, ouvrez franc. Ah mais, vous voyez, il faut que vous fermiez votre bouche. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Ah voilà, ça marche un petit peu. Vous voyez, peut-être vous ne le voyez pas, mais on voit tout d'un coup une petite tache qui arrive là. Vous le voyez vous-même ou pas? Voilà, vous voyez, tout d'un coup, vous voyez, il y a des petites taches. Vous le voyez? Voilà. Et vous avez d'ailleurs fait des injections en même temps. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a entendu un petit bruit d'entrée de l'air dans votre œsophage. Vous l'avez entendu aussi peut-être. Et l'étape suivante, alors, c'est de passer à non plus faire sortir l'air, mais le faire entrer. Vous voyez? Alors, ben, c'est exactement la même chose. C'est au lieu d'agir en fermant, en appuyant sur ce volume d'air, eh ben, on agit en dilatant, en faisant le mouvement inverse. Vous voyez, je tire. Mais là, vous voyez, comme vous faites, on voit que vos joues se creusent. Alors si vos joues se creusent, vous voyez, c'est donc les joues qui sont aspirées par votre mouvement, là, et ça veut dire que l'air n'est pas entré par votre nez. Mais si vous faites ça avec l'idée d'en même temps sentir une rose. Vous voyez. Ah là, il se passe quelque chose. Mais vous respirez en même temps par votre trachéostome, mais c'est pas, ça n'a pas d'importance. Alors reprenez donc encore, tiens, le petit miroir là, puis essayez de voir ce qui se passe. Faites les deux, faites le mouvement. Allez. Voilà, vous voyez bien que ça. Oui, d'ailleurs, on voit que votre narine droite, gauche fonctionne un petit peu. Vous voyez ça?
Bon, bah, allez-y donc, là, faites marcher votre mâchoire, et puis voyez ce qui se passe sur le miroir en même temps. Et puis, voyez bien que si vous vous donnez trop de mal, ça marche moins bien. Bougez, là, bougez un peu vite, là, comme ça. Voilà, mais attention, vos joues ne se gonflent, n'ont pas de raison de se gonfler. Aucun effort, vous voyez, bougez les mâchoires, c'est tout. Mais oui, allez-y, voilà, encore. Ouais, vous cherchez un petit peu midi à 14 h, vous voyez. C'est tout bête, hein, bougez la mâchoire comme ça. Voilà, ça va bien. Bon, vous voyez, ça marche. Et vous voyez, vous vous intéressez beaucoup aux petites tâches là, et ça vous incite à vouloir en faire davantage, vous voyez, et c'est pas bon ça, vous voyez. C'est pas bon. Vous verrez que les tâches vont être beaucoup plus grandes si vous faites ça décontracté. Maintenant, je vais vous montrer la manœuvre de la pompe aspirante refoulante. Là encore, c'est pour faire passer l'air de la bouche vers les fosses nasales. On vient de le voir pour le mouchage. Eh bien, un mouvement de rapprochement des mâchoires, peut-être moins important que pour le mouchage, va permettre d'expulser une petite quantité d'air par le nez. Mais à l'inverse, un écartement des mâchoires, lèvres closes, va permettre de faire rentrer de l'air dans la bouche par création d'une pression négative. La bouche va pouvoir donc travailler à la manière d'une pompe qui aspire alternativement l'air par les narines et les rejette par l'arrière-nez. Vous voyez ? Pompe aspirante refoulante. Alors maintenant, vous voyez, pour que ça marche mieux, vous pouvez faire un mouvement de retrait du menton, comme ça. Vous voyez, si je fais ça, vous voyez. Vous voyez, en reculant ma tête, du coup, je vais avoir des idées, de la buée davantage, vous voyez. Vous voyez là. Mais vous voyez, il faut que vous fassiez en même temps marcher vos mâchoires, et ce qui n'est pas tout à fait le cas, vous voyez. Regardez bien mon mouvement, là, vous voyez. Quand je suis en avant, mes mâchoires sont complètement écartées, mais mes lèvres fermées. Et là, vous entendez cette injection là? C'est de l'air qui rentre dans votre œsophage. Mais s'il rentre dans votre œsophage, ça veut dire qu'il n'est pas forcément passé par l'arrière de votre voile du palais. On peut également utiliser le pincement des narines. Si on pince légèrement les narines au début du mouvement d'appel d'air, pour les lâcher à la fin du mouvement, c'est-à-dire un quart de seconde plus tard, quand l'écartement des mâchoires est réalisé, l'air va affluer encore plus brusquement des narines vers le plafond de la cavité nasale. Et la perception des odeurs va être accrue dans ces cas-là. Donc le pincement des narines va accroître la capacité de sentir. C'est vrai que cette manœuvre est peu discrète et elle fait appel à l'action des doigts. C'est bien si on s'entraîne à provoquer cette pénétration d'air sans bouger les mâchoires. C'est encore mieux, c'est plus discret. En utilisant uniquement le mouvement du plancher de la bouche. L'action des doigts va être remplacée par l'action du voile du palais lui-même, qui, au début du mouvement, peut bloquer l'arrière-nez. Le voile ensuite est lâché brusquement, en fin de mouvement, avec un petit bruit caractéristique. Le coup de voile. Et l'étirement en avant du cou, comme font le chien ou le chat pour humer, va faciliter la détente du voile, du palais, et favoriser l'entrée de l'air dans les narines. Et tout ça, ça va améliorer la perception olfactive. C'est clair pour vous ce que c'est le voile du palais? Voilà, c'est une membrane qui ferme entre l'arrière-bouche et le nez. Quand vous entendez, on peut entendre ce bruit. Vous voyez, si vous écoutez bien, oui, là je vous fais entendre ce passage de l'air de ma bouche dans mon nez. Bien différente du bruit d'entrée d'air dans l'œsophage que je vais vous faire aussi. Là, ça passe dans mon œsophage. Essayez de voir la différence entre les deux. Là. Essayez de faire ces deux bruits pour voir. Là, c'est votre œsophage. Mais vous ne bougez plus vos mâchoires. Et puis, il vous manque de bouger votre tête. Ah, vous avez entendu ce petit bruit? Ça fait un peu comme si vous disiez une espèce de queue. Ça, c'est l'injection que vous faites. Vous voyez ça? Vous voyez avec le miroir. Mettez-le bien, placez-le bien là, puis allez-y pour voir.
Là, il ne se passe rien du tout dans votre nez. Vous voyez, il est complètement bloqué, votre nez. Là. Vous voyez ça? Ben, c'est tout à fait normal. Oui. C'est-à-dire que là, ben, vous ne progressez pas du tout, vous faites exactement l'inverse. Mais c'est très bien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au début, ça marchait un petit peu. Maintenant, on voit que plus vous essayez que ça marche, et moins ça marche, parce que vous vous crispez là-dessus et vous n'y arrivez pas. Vous voyez? Mais j'allais dire, si vous vous amusez, vous voyez, chez vous, vous pouvez prendre une glace simplement, vous mettre face à une autre glace, ça serait peut-être bien d'avoir cette glace-là pour vous. Et voilà. Et puis, ben, vous vous amusez à bouger votre mâchoire comme ça. Vous voyez? Oui, tout d'un coup, vous avez des voilà, vous voyez, ben, essayez d'avoir ça. Voilà. Très bien. Et là, vous voyez, si vous pensez bien à ce qui se passe, vous voyez, il y a de l'air dans votre bouche, et en reculant, et en fermant, ben, vous chassez cet air par votre nez. Répression de calcul de narine, la narine droite. Oui, exactement, c'est votre narine droite qui marche, et la gauche, bah, c'est comme ça. Mais c'est assez normal, vous voyez, quelquefois, les narines marchent en alternance. C'est une, et puis l'autre. Voilà. Voilà. C'est bien, là, vous voyez, alors, bon, j'allais dire, dans une séance de rééducation normale, hein, on laisse tranquille avec ça. Vous voyez, vous avez vu les choses, là, et déjà, ça vous permet d'avoir l'attention un peu attirée là-dessus. Vous voyez, peut-être votre comment dire, votre sentiment vis-à-vis de ce problème-là a un peu changé depuis le début de ce travail. Au début, vous étiez dans, bon, m'intéresse pas beaucoup ce truc-là, je m'en passe très bien, etc. Mais écoutez, ah, il y a quand même un truc là, oui, c'est pourquoi pas, oui. Vous voyez ça? Voilà. Alors là, j'allais dire, ça suffit sur le plan de la rééducation. Mais... Alors maintenant, ce qu'on appelle le bâillement poli, cette manœuvre a été décrite par François Lehuche en 1965 dans la toute première édition de La Voix sans larynx. L'apex contre les alvéoles ou contre la gencive du maxillaire inférieur. Et mieux encore, les dents peuvent rester au contact. La base de langue va se déplacer du palais vers le plancher de la bouche. Et tout mouvement de la mandibule peut être supprimé à ce moment-là. Et c'est vraiment un infime mouvement du plancher de la bouche, pardon, du plancher de la langue, qui va rester visible. Et ça, c'est chouette parce que on voit presque plus rien au moment de ce humage intentionnel. Un simple mouvement vous permet d'entrer dans une pièce et de sentir, sur commande. Voilà le principe. Alors voyons maintenant l'expérience du manomètre. On peut vérifier l'efficacité du bâillement poli en utilisant un manomètre. Ça peut être un manomètre numérique, c'est compliqué, qui va indiquer une valeur négative, ou encore on peut utiliser un manomètre à eau, tout simplement, qui permet à l'opéré et au rééducateur de voir le mouvement de la colonne d'eau se diriger vers le vestibule nasal. On peut évaluer l'olfaction de façon plus précise. C'est vrai qu'une simple auto-évaluation ou un test simplifié de l'olfaction, comme ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique de la perception olfactive, permet sans doute un dépistage rapide, une évaluation suffisante pour le rééducateur. Donc ça, ce serait avant et après la laryngectomie. Alors le questionnaire qui concerne l'olfaction, le goût et l'appétit, c'est le QOTA, va comprendre quand même 31 questions à choix multiples qui vont porter sur la perception des odeurs, sur le goût, sur l'appétit, sur la sensation de faim, avant et après l'intervention. Et le test de détection des odeurs, ODT, va consister à tenter de reconnaître au cours de 16 essais successifs des odeurs qui vont émaner de flacons contenant un liquide inodore ou des essences florales. En cas de doute sur l'état des muqueuses olfactives ou sur les voies nerveuses olfactives, on peut introduire l'air des poumons directement vers la cavité nasale en reliant le trachéostome à la bouche par le fameux bypass dont j'ai parlé précédemment. On peut également insuffler dans une narine de l'air qui contient une substance odorante grâce à une poire ou un flacon en plastique souple. Normalement, la perception des odeurs est à peu près retrouvée au cours de l'une de ces manœuvres. Donc, heureusement, cette olfaction rétronasale est conservée et c'est l'orthonasale qu'il faut travailler à la demande. Humage à la demande, d'accord ? Intentionnel.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé, les stagiaires, les orthophonistes. Encore merci à François Leuge et mon ami également, Franz Silgers,